Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet, un nouveau record, dépassant les 118 000 $ US pour la première fois. Est-ce que c'est une preuve que le Bitcoin est là pour rester? J'en parle avec David Saint-Onge, auteur du livre Tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser, qui en est, je pense, à sa 3e venue avec moi en studio et qui, chaque fois, tente de me soudoyer en m'emmenant des bolivars du Venezuela. C'est donc une monnaie. Vous pouvez voir l'acte de corruption si vous nous regardez à la télé. Dis-moi, David Saint-Onge, 2 bolivars vénézuéliens, ça vaut combien? 2, je sais pas, mais quand je les ai achetés, 1 million, c'était 30 sous, 30 cents. 1 million de bolivars, c'était 30 cents canadiens. Donc là, j'ai en ma possession 10 bolivars, mesdames et messieurs. Ça fait peu de Bitcoin, ça, quand même. C'est l'inverse du Bitcoin. Bref, le marché avait quand même crashé à un moment donné. David, on se rappellera que les crypto-monnaies et le Bitcoin là, avaient atteint un plancher là, autour de 16 000 de mémoire. Il est reparti à la hausse. Pourquoi ce regain soudain dans la valeur de cette monnaie virtuelle? Bien, je me suis fait une liste, si tu veux. Il y a plusieurs, c'est multifactoriel. Oui, bien sûr. Vas-y, on t'écoute. Je pense que c'est un reflet d'une certaine dose d'incertitude là, qui est nécessairement liée à plusieurs choses comme nos voisins américains. Il y a comme un peu de chaos en ce moment dans l'économie à cause de nos voisins américains. Et aussi les guerres, il y a différentes guerres en ce moment. Fait que ça, j'ai l'impression que ça jette un peu de chaos sur les marchés. Et ce que tu nous dis, c'est que les gens achètent des bitcoins parce qu'il y a du chaos, c'est ça? Moi, je pense que Bitcoin est en train de démontrer qu'il peut être décorrélé des actifs traditionnels puis s'imposer comme une valeur refuge. On a eu toujours... ça fait longtemps qu'on a ce doute-là, nous, les Bitcoiners. On a cette impression que c'est ce qui va arriver. Il faut toujours... faut le prouver. Je veux dire, c'est pas... ça, parce que ces derniers temps, dire. Ça a tantôt été corrélé avec l'incertitude, mais tantôt pas. Donc, il y a eu différents moments, là, même dans la dernière année, il y a eu des moments où il y avait beaucoup d'incertitudes. Ouais. L'or montait, les bitcoins aussi, mais il y a aussi des moments où il y avait de l'incertitude et le bitcoin baissait. Donc, c'est pas nécessairement évident qu'il y a cette corrélation-là pour l'instant. Ça reste à prouver, mais là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est un bon signe. C'est un bon signe de ça. Et j'ai tendance à dire que... c'est justement un des seuls actifs que, en ce moment, le marché traditionnel, une espèce de marché financier, qu'on pourrait dire plutôt traditionnel, commence à s'intéresser. Puis ceux qui ne s'intéressent pas au marché traditionnel s'intéressent aussi à Bitcoin. Fait que ça vient des deux côtés. Et ce qui me permet de poursuivre dans la liste, c'est que, justement, il y a de plus en plus d'entreprises qui s'affairent à accumuler des Bitcoins de 2 façons. Une, en termes de réserve, parce que, Francis, j'ai pas besoin de t'expliquer que les entreprises ne gardent pas du cash sur leur bilan. Ils investissent. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont tendance à transférer leur cash en Bitcoin pour se protéger de l'inflation. Fait qu'il y a cette tactique-là, mais il y a une autre tactique encore plus poussée, Francis, c'est que les entreprises lèvent de la dette pour acheter du Bitcoin. Ouais. Et ça fait une espèce d'effet de levier et qui n'est pas très simple, qui n'est pas très évidente. C'est que, et ce qu'ils nous promettent, c'est que quand Bitcoin monte, leur action va monter, puis quand Bitcoin baisse, leur action ne va pas nécessairement baisser à cause du fameux multiple. Là, quand c'est des actions, il y a le NAV, c'est un peu technique. C'est assez dangereux quand même. Puis là, je ne voulais pas nécésairement aller là parce que c'est un peu technique, mais il y a notamment cette entreprise là, MicroStratégie qui est devenue Stratégie. Ils lèvent de la dette, ils vendent des actions en bourse. Et la seule chose qu'ils font essentiellement, c'est qu'ils achètent des bitcoins, ils achètent des crypto-monnaies. Mais je veux dire, pour moi, il y a quelque chose d'un peu absurde là-dedans. C'est-à-dire le seul pari, c'est que ça va augmenter. Right? Parce que non seulement il y a des coûts à ça, là, être coté en bourse, il faut que tu fasses des états financiers, de la reddition de comptes. Il y a des employés, il y a un petit bureau. Là, je veux dire, c'est pas une grosse entreprise industrielle, mais il y a des coûts. Donc moi, si j'achète des actions de ça, c'est que je parie que la valeur du Bitcoin va augmenter. Exact. Si le Bitcoin s'effondre, comme ça a été le cas dans le passé, il y a peut-être rapidement des gens qui vont réclamer leur argent, puis cette entreprise-là pourrait entraîner comme un effet de premier degré, mais aussi de deuxième degré, c'est-à-dire tous les gens qui ont mis de l'argent là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Un peu comme les subprimes là, à l'époque, en 2008. Là, Moi, je pense que ça, Francis, c'est un signe de l'instabilité de la monnaie du dollar US. On voit ça en hyperinflation. Quand il y a de l'hyperinflation, les gens essaient de débarrasser, en fait, de leur monnaie qui dévalue pour des actifs qui sont plus durs. Là, j'ai l'impression que les entreprises viennent de trouver une façon... En fait, il y a 2 façons. Il y a deux angles. En hyperinflation, les gens utilisent le crédit gratuit parce qu'en plus,
là, je compare pas l'hyperinflation à la situation actuelle, c'est juste un parallèle. C'est que quand tu as une hyperinflation, le crédit coûte rien parce que tu empruntes, mettons, 1 000 $, puis dans 6 mois, le 1 000 $, il te coûterait 10 $ à rembourser. Je me permets une parenthèse parce que j'ai rencontré une femme turque il n'y a pas très longtemps, puis la Turquie est un de ces pays là, qui a eu de l'inflation à, mettons, 100%. Là. Le prix de tout double à chaque année. T'sais, fait que là, tes tomates sont 3 piastres aujourd'hui, dans un an, sont 6 piastres, dans 2 ans, sont 12 piastres, dans 3 ans, sont 24 piastres. Et elle me disait, t'achètes une maison, faire un chiffron, là, 100 000 piastres, peu importe, tu prends un prêt à la banque de, je sais pas, là, 80 000 pour la payer, mais un an plus tard, la maison, elle vaut 200 000. Oui. Mais tu as encore juste 80 000 $ de dette, ou même tu as payé un petit peu, il t'en reste 78 à payer. Exactement. Puis non seulement ça, mais ton salaire a peut-être pas doublé, mais a augmenté de 70 %. Fait que ça te coûte genre rien là, de payer ta maison. Mais là, évidemment, ça crée un espèce de système où si t'es pas rentré dans le marché immobilier il y a 5 ans, tu peux quasiment jamais y rentrer. Là, donc, ce que tu dis, c'est que Bitcoin peut permettre un peu d'atténuer ça. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails techniques, mais je voudrais quand même, beaucoup disent que Bitcoin, c'est l'avenir. Là, puis je veux quand même un peu t'entendre là-dessus parce qu'il y a, encore une fois, sans être trop technique, il y a des gens qui disent que Bitcoin, c'est comme de l'or. Là, fait que c'est comme une réserve. Là, c'est une place où tu parques ton argent, puis c'est un actif. Puis encore une fois, je veux pas être trop technique, mais ultimement, on a toujours référé à ça comme une monnaie. Hein? Le nom l'indique, une crypto-monnaie. Et donc, cette idée, puis il y a eu des paris là, avec des grands investisseurs californiens qui disaient, un jour, nous allons payer nos cafés, puis nos cachets de chroniqueurs radio, puis l'économie va être roulée sur les bitcoins. Puis ça s'est pas vraiment concrétisé. Là. Je veux dire, moi, j'ai fait 0 transaction sur Bitcoin. Puis toi, t'es un vrai geek de ça. Puis t'en as peut-être fait 4. Là, mais tu sais, les gens à la maison, là, si vous avez déjà acheté quelque chose en crypto, en Bitcoin, écrivez-nous. Je suis bien intrigué parce que je connais personne qui a utilisé ça pour faire un achat du quotidien. Mais c'est normal, Francis, parce qu'une carte de crédit, c'est bien plus pratique en ce moment pour monsieur, madame, tout le monde que d'utiliser des Bitcoins. Mais tu dis croire, toi, à cet usage comme une monnaie? Oui, en fait, c'est toujours une évolution. Le endgame le plus facile, la finalité la plus facile à décrire, c'est dans un pays où la monnaie est en train de mourir. C'est souvent le dollar US à la fin qui gagne, puis le pays est dollarisé. Mais là, le dollar US en ce moment est moins fiable. Et on pourrait imaginer un monde où la monnaie de réserve, qui est le dollar US, n'est plus assez bon pour garder sa valeur et les gens vont chercher une alternative. Et Bitcoin en est une. Ça peut être l'or, ça peut être Bitcoin. Il y a peut-être d'autres sortes d'actifs. L'immobilier en est un. En ce moment, un des problèmes qu'on vit au Canada, que nos maisons valent aussi cher. D'un, il y a un problème d'offre, on est d'accord là-dessus. Ouais. Mais de deux, les gens se servent de l'immobilier comme une tirelire. C'est pour ça que une des raisons que le prix des maisons monte, c'est que les gens achètent des maisons, de l'immobilier pour se protéger contre l'inflation. Et on ne devrait pas faire ça. Je veux dire, ça ne devrait pas être... Si la monnaie jouait son rôle, on n'aurait pas besoin de se servir des maisons comme tirelire pour emmagasiner notre valeur. C'est beaucoup plus simple pour une société de parquer, de stationner sa valeur dans du Bitcoin que dans des maisons. Parce que quand tu stationnes de la valeur dans Bitcoin, ça ne touche pas personne. Quand tu stationnes de la valeur dans une maison, ça fait monter le prix des maisons, puis les gens, après ça, qui ne peuvent pas embarquer, ne peuvent plus se loger. C'est ça que ça fait. Quand que la monnaie perd son rôle de réserve de valeur. C'est très important, ça. J'ai une dernière question, puis il va finir par m'avoir à l'usure, hein, franchement, mais une dernière question. Vas-y donc, Fred. Ben non, mais vous avez vu, écoutez, là, moi je m'en veux encore là, de ne pas avoir acheté de Bitcoin il y a 10 ans, mais vous avez vu que cette semaine, là, sur les terminaux Bloomberg, là, qui sont des espèces de terminaux qu'on utilise beaucoup à New York pour transiger, là, la valeur du Bitcoin a maintenant été représentée en millions et non plus en dollars. C'est donc, plusieurs disent que c'est un signe là, qu'on s'attend à ce que ça continue de monter là, au niveau de cette institution qui est assez crédible. C'est la même chose que quand ils ont rajouté le chiffre de plus pour l'essence. Ça venait des années 90, là, ils ont finalement changé toutes les affiches pour mettre un 1 du 1 $ quand on a dépassé 99 cents. Moi, je pense que c'est signe qu'on s'en va de l'autre côté du chiffre, de la virgule, en fait. L'avenir nous le dira. Oui. Je te remercie de toujours faire l'effort de venir faire la pédagogie autour de Bitcoin et des crypto-monnaies. David Saint-Onge, je rappelle que tu es un partisan de ces instruments, mais surtout, en ce qui nous concerne, l'auteur du livre, un des livres de référence, là, tout sur Bitcoin, le comprendre et l'utiliser. Merci, David. Merci de l'invitation.